Bonsoir à tous et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. Au sommaire, la mort d'un présumé voleur a failli virer hier entre affrontements entre forces de l'ordre et association Kolwego à Sapui. Retour sur les faits dans ce journal. Il y a un an, l'affaire Obouf éclatait. Des canettes périmées ont été découvertes. Un an après, qu'en est-il de la consommation des boissons en canettes? Des citoyens réagissent. Et le Premier ministre a été reçu par le Mogonaba Bango. Paul Kabatieba a pris conseil avec la royauté. Les autorités en charge de la sécurité ont évité hier un affrontement entre forces de l'ordre et membres des associations Kolwego à Sapui. La mort d'un présumé voleur de bétail attribué à ces structures d'autodéfense est le déclencheur de cette crise. De retour de Sapui, notre reporter Hassan Nakro a rencontré les différents acteurs et recueilli leur version des faits. Je vous invite à suivre son reportage. Sapui, localité située à 100 km de Ouagadougou, a été au cœur de toutes les polémiques ces dernières 48 heures et pour cause la mort d'un présumé voleur de bétail suite à des sévices corporels des associations d'autodéfense Kolwego, dont le président de l'association Kolwego de Bakata, d'où est venu le problème que nous avons rencontré dans sa version des faits. Sinon, évidemment, c'était la soirée du 15 qu'on l'a amené ici, à Sapui, au siège de Kolwego. Le jugement n'a pas eu lieu. Et c'est hier, le 17, que tous les sièges de Kolwego sont réunis à Sapui pour juger le bandit ou le voleur de victime d'un bœuf. Et concrètement, et par finir aussi, il a reconnu que c'est lui qui a volé le bœuf. Et c'est malheureux pour lui, parce que lui, il a 70 bœufs, têtes de bœuf. Et pourquoi pas enlever un là-bas pour tuer, et puis voler un bœuf pour tuer. C'est lui-même qui a crié sa mort. Moussa Sana, le directeur provincial de la police nationale de Ziro, donne également sa lecture des faits. La situation à Sapui, ce que je peux dire, c'est que le 17 février 2016, dans l'après-midi, donc nous avons appris que l'association Kolwego, qui est située au secteur 4, a battu un suspect, semblerait-il, qui a volé un bœuf. Bon, et dans ce cas précis, lorsque nous apprenons qu'il y a un crime ou bien une infraction qui s'est produite, nous avons le devoir de nous transporter sur les lieux pour au moins constater et rendre compte à nos supérieurs. Alors, donc, il nous a alors instruit de convoquer les responsables de l'association et de les auditionner. Maintenant, et nous leur avons donné rendez-vous le 18 matin. Bon, donc le 18 matin, nous les avons entendus jusqu'à 9h. Bon, ils ne se sont pas présentés. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, avec... en tout cas, les instructions de la hiérarchie, nous sommes allés pour quand même les inviter à venir répondre à notre convocation. En tout, 7 personnes ont été auditionnées dans le camp des Kolwego concernant cette affaire et le directeur provincial de la police a souligné que les dossiers sont désormais sur la table du procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Léo. Il y a un an, jour pour jour, le scandale des canettes périmées du groupe Obouf éclatait. La suite de l'affaire Obouf, vous la connaissez, un tollé médiatique suivi du procès de Bouraïma Ouedraogo et de ses complices et la sentence. Aujourd'hui, le divorce semble être consommé entre consommateurs et vendeurs de boissons en canettes. Le constat avec Samba Kassile Traoré. Cela fait exactement un an que l'affaire des canettes périmées du groupe Obouf a éclaté au grand jour, soit le 19 février 2015. Au total, c'était 2 124 072 canettes, 372 bidons d'1,5 litre de boissons gazeuses de marque Coca-Cola, 10 608 canettes sans date de péremption et 442 296 canettes dont les dates de péremption ont été changées, qui avaient été saisies par la police nationale burkinabé. Ces canettes commandées depuis la Tunisie, après avoir transité par le Togo voisin, devraient inonder le marché burkinabé.
Un an après, certaines personnes disent ne plus consommer les canettes par manque de confiance. Oui, j'ai toujours peur de les consommer, puisque depuis lors, je ne consomme même plus les canettes. Il y a des produits qui passent sans qu'il n'y ait pas de contrôle, donc ça, c'est pas normal. Voilà. Ah, j'ai arrêté quand même si on me dit que bon, qu'il n'y a rien, on peut consommer, mais moi, j'ai toujours le doute, quoi. Parce que la santé, c'est pas quelque chose qu'il faut s'amuser. Donc, une fois que l'État n'est pas sorti, dit que non, il n'y a pas de problème, on peut consommer, l'État n'a pas confirmé. Bon, vraiment, moi, j'ai toujours peur. Moi, personnellement, depuis cette histoire, je me méfie beaucoup des canettes. Parce qu'il semble qu'actuellement, la plupart des maladies que nous contractons sont des maladies chimiques, d'origine chimique. Donc, pour cette raison, je me méfie beaucoup de ces canettes-là. 12 personnes ont été mises aux arrêts dans cette affaire, dont le représentant au Burkina du groupe Obouf Nufung Ouedraogo. Il s'en est suivi un long procès, dont le jugement du 27 mars 2015, qui a duré de 8h à 21h, après 2 reports les 17 et 24 mars 2015, sur le cas de flagrant délit de contrefaçon des dates de péremption des boissons incriminées. Le 3 avril 2015, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Ouagadougou a condamné les intéressés pour tromperie aggravée du consommateur. La société Obouf a été condamnée à payer une amende de 10 millions de francs CFA. La suite de cette édition, recevoir des conseils et des bénédictions du Moronaba Bongo pour la réussite de son mandat. Ce sont les raisons qui ont conduit le Premier ministre Paul Kabatieba au Palais Royal. Et c'est en toute convivialité que les échanges se sont déroulés. Le reportage est d'Ibrahim Zongo. Le Premier ministre Paul Kabatieba au Palais Royal du Moronaba ce vendredi 19 février 2016. Le chef du gouvernement est allé remercier l'empereur suprême des Mossé pour ses actions de paix pour le Faso et lui demander des bénédictions pour l'accomplissement de la tâche à lui confier par le président du Faso. C'est d'abord pour rendre hommage à Sa Majesté, le remercier pour tout ce qu'il fait pour le pays et ensuite de demander des bénédictions et des conseils pour la mission que Son Excellence, le président du Faso, M. Rochma Christian Kaboré m'a confié. Et donc Sa Majesté m'a prodigué de bons conseils et des bénédictions que je suis sûr m'aideront dans ma tâche. Et pour qu'il puisse réussir sa mission, le dépositaire des traditions Mouaga a demandé au chef de gouvernement de garder un langage de vérité dans toutes ses actions. Et cela, le Premier ministre entend l'inculquer à tous les membres de son gouvernement. L'empereur a dit qu'il faut rester toujours dans la vérité, sur le chemin de la droiture. Et il a dit également qu'il faut travailler toujours dans l'intérêt du pays. Et à ces conditions-là, je serai toujours à vos côtés pour vous aider. Si vous êtes dans la vérité, si vous êtes dans l'intérêt du pays, je serai toujours avec vous. Et c'est cette ligne de conduite-là que je vais essayer de suivre et d'imposer. Enfin, en tout cas, je ferai en sorte que mon gouvernement, tout le monde travaille avec cet esprit-là, dans la vérité. Bien naturellement, la parenté à plaisanterie était de la partie. Le Premier ministre, par ailleurs Samo et parent à plaisanterie des Mossé, a été invité à patienter d'abord sur une simple chaise avant d'être reçu par son maître, le Moronaba. Pour cette audience qui aura duré une trentaine de minutes, Paul Kabatieba a pu échanger à bâton rompu avec son maître et a même eu l'autorisation de poser avec lui. Le Centre pour la gouvernance démocratique, CGD, est revenu hier sur les programmes de société proposés par les différents candidats à l'élection présidentielle. De concert avec les partis politiques et les OSC, elle a procédé à l'analyse de ces programmes. Et l'étude a été restituée en présence d'Ibrahim Zongo.
Les élections ayant mis fin au processus de transition au Burkina Faso se sont bien déroulées avec un président élu, mais les programmes de société des différents candidats auront fait l'objet d'une analyse par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Une étude faite et validée de concert avec les partis politiques et les organisations de la société civile et dont la restitution a eu lieu le jeudi 18 février dernier. Objectif, c'est de donner les moyens aux citoyens de pouvoir suivre les différents candidats. Alors jusque-là, l'élection a eu lieu, il y a eu un candidat, mais à travers les différentes promesses, nous pouvons justement avoir les moyens de réclamer, de demander des comptes à tous les candidats. Cette étude a permis de dégager les attentes pressantes des populations vis-à-vis des 14 candidats, mais des priorités qui ne sont pas toutes prises en compte par les différents candidats. Nous avons systématisé, grâce à Afrobaromètre, une dizaine de points qui commencent par l'eau et qui va jusqu'à l'électricité. Et on s'est rendu compte que les programmes ne contiennent pas toutes les informations, donc toutes les réponses à ces préoccupations prioritaires des citoyens. Si vous prenez dans l'ensemble, sur 14 candidats qui sont allés en compétition, généralement on a en moyenne 3 à 4 candidats qui répondent à ces préoccupations-là. La population ayant fait son choix sur le programme du candidat du MPP, l'objectif désormais du CGD est de contrôler les actions du président du Faso en fonction de son programme de société. Une conclusion que nous pouvons faire de cette étude-là, cette analyse, c'est que la fonction programmatique est négligée. Elle est négligée au niveau des partis politiques et donc il faut travailler à restaurer son importance parce que c'est avec un programme qu'on peut développer un pays. Aussi, le CGD recommande que les programmes de gouvernance soient pris à bras le corps par les politiques pour les futures échéances électorales. C'est un bilan jugé satisfaisant de l'année 2015 qu'a dressé le ministre en charge de l'économie, Rosine Sori Koulibaly, lors du conseil d'administration du secteur ministériel de son département. Et pour l'année 2016, les lignes directrices de son ministère ont été matérialisées. Samba Kassile Traoré, reportage. Le passage des objectifs du millénaire pour le développement aux objectifs de développement durable. Quelle perspective pour le Burkina Faso? C'est sous ce thème que s'est tenue la première session ordinaire de l'année 2016 du Conseil d'administration du secteur ministériel CASEM de l'économie, des finances et du développement. Pour Rosine Sori Koulibaly, ministre de l'économie, des finances et du développement, le bilan de son ministère pour l'année 2015 est satisfaisant. De nombreux efforts ont été faits dans la mise en œuvre des activités par notre département en 2015. Efforts qui ont permis d'engranger des acquis majeurs, au nombre desquels on peut retenir, entre autres, l'élargissement de l'assiette fiscale, des recettes douanières et de services, le renforcement des contrôles sur les contribuables qui ont permis aux 3 régies de mobiliser en 2015 au profit du budget de l'État plus de 1000 milliards de francs CFA. Remobiliser l'administration au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, revoir l'organigramme de ce ministère et améliorer l'image économique du Burkina dans le monde sont les défis pour 2016 selon le ministre de l'économie, des finances et du développement. Les priorités, c'est d'abord remobiliser l'administration au niveau de notre ministère parce que nous voyons qu'il y a certaines fois un peu de léthargie, du retard dans le traitement du dossier et nous pensons que le professionnalisme, si vous avez suivi mon message, j'ai appelé vraiment les cadres du ministère à se mettre à la tâche. Et deuxième élément aussi important au niveau des structures, et nous allons aussi revoir l'organigramme du ministère pour redéfinir les différentes tâches des structures concernées et des agents qui y sont pour nous assurer effectivement que nous avons les bonnes personnes pour faire le travail qui est attendu de nous. Et troisième élément, c'est améliorer nos indicateurs. Les lignes directrices pour l'année 2016 proposées au cours de cette session du CASEM entrent dans le cadre du programme de développement du président, selon Rosine Sori Koulibaly. Et c'est sous le sceau du renforcement et de la performance que s'est ouvert aujourd'hui le conseil d'administration du secteur ministériel du ministère de la Communication. Pour le ministre de la Communication, Rémi Donjinou, il s'agit de faire le bilan de l'exécution de la politique sectorielle de l'année 2015 et de redéfinir les nouvelles orientations. Le point avec Joël Zoundi. Le conseil d'administration du secteur ministériel du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement,
qui a débuté ce 19 février 2016, intervient dans un contexte post-électoral où le secteur de la communication est marqué par une évolution technologique et où les acteurs des médias recherchent un cadre propice à l'exercice de leur métier avec des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs aux attentes multiples et légitimes. Il est placé notamment sur les enjeux de la télévision numérique terrestre ou les médias de service public. Il est important effectivement de voir dans quelle mesure la télévision, mais également la radio, parce que l'objectif 2020 pour le passage au numérique pour la radio reste encore actif. Comment ces organes-là se préparent à cette mutation-là pour conserver donc leur statut d'organe d'État avec une fonction service public renforcée, mais également pour être plus compétitif et répondre aux aspirations des populations en termes de pluralité des points de vue. Cependant, pas de rupture avec le passé, même si les priorités seront recadrées selon le ministre Rémi Fulgence Dandjinou. Juste une mise en œuvre d'une logique afin d'optimiser ces réalités-là, l'État étant une continuité. Là où peut-être il y a quelque chose qui change, c'est que son Excellence le Président Roch Christian Kaboré nous a demandé de faire de telle sorte que les médias de service public soient le plus représentatifs des expressions plurielles à l'intérieur de notre pays. Nouveau ministre, nouveaux défis, nouvelles priorités au département de la communication. On mesure l'immensité de la tâche, mais on compte relever les challenges. Il y a également au niveau de ce ministère-là la question de la mutation d'un certain nombre d'EPE en société d'État. C'est le cas de Citoyens, c'est le cas de la radio-télévision nationale. Il faut y travailler afin de leur donner cette autonomie-là. Et nous avons également comme impératif, si nous voulons que l'accessibilité des médias publics soit réservée à tout le monde, de renforcer le service d'information du gouvernement qui est pour moi et à notre avis l'élément clé pour porter le discours du gouvernement à travers donc les médias. Le premier CASTEM de l'année 2016 du ministère en charge de la communication fera la revue des activités de l'année écoulée et tracera les sillons de la nouvelle politique de communication des nouvelles autorités du Burkina. Poursuivons ce journal. Le Burkina Faso a rendu hommage aujourd'hui à l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, décédé mercredi dernier. Reçu à l'ambassade d'Égypte, le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari a signé ce matin le livre de condoléances. Il a salué le travail abattu par l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le reportage de Samba Kassile Traoré. Le Burkina Faso n'est pas resté insensible à la disparition de l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali. En effet, une délégation burkinabé, conduite par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, a rendu une visite à l'ambassadeur égyptien Hicham Mohamed Nagui pour lui apporter son soutien à travers la signature du livre de condoléances et aussi pour rendre hommage à l'illustre disparu. C'était l'occasion pour nous de venir là pour lui rendre hommage. Et nous remercions l'ambassade de l'Égypte de nous avoir offert cette opportunité de lui rendre hommage parce que c'est une grande perte pour toute l'Afrique et le monde entier. Pour Alpha Bari, la disparition de Boutros Boutros-Ghali n'est pas seulement une perte pour l'Égypte seule, mais pour toute l'Afrique entière. Vous connaissez tous Boutros Boutros-Ghali, c'est un grand homme, je ne dirais pas seulement de l'Égypte, mais même pas de l'Afrique, du monde entier, puisqu'il a dirigé les Nations Unies, il a dirigé la Commission de la francophonie, le secrétaire général de la francophonie. Donc c'est un grand diplomate égyptien et on est tous fiers de lui. Il a eu une vie assez pleine en ce qui concerne la diplomatie dans le monde entier. Et sa disparition nous touche, on le voit encore dans les années 90 lors des différents conflits, notamment dans le Golfe, comment il s'est démené pour faire face. En rappel, Boutros Boutros-Ghali fut secrétaire général de l'ONU de 1992 à 1997, puis secrétaire général de la francophonie de 1997 à 2002. Il est décédé le 16 février dernier, à l'âge de 93 ans. Manuel Valls, le Premier ministre français, est attendu demain matin à Ouagadougou.
Présentement au Mali voisin, il a rencontré ce vendredi les troupes de la force Barkhane et les responsables de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Arrivé hier à Bamako, le Premier ministre français a eu un entretien avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il a réaffirmé l'engagement de la France à continuer à lutter contre le terrorisme. Décidément, le ministère de la Santé est confronté ces derniers temps à plusieurs difficultés. Après les consommables, ce sont les kits de prise en charge des cas de paludisme grave qui sont en rupture. Une situation qui expose les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, selon le ministère de la Santé. Cela se justifie au regard du contexte national particulièrement difficile en 2015, marqué par la transition et le plan d'austérité du gouvernement. Beaucoup d'intrants n'ont pas pu être acquis dans le budget de l'État. À présent, le dossier du journal. Et pour ce dossier, nous avons décidé aujourd'hui de faire un zoom sur la maladie, une maladie qui ravage énormément au sein de la population. Il s'agit bien sûr de l'insuffisance rénale. Et comme vous le savez, les dialysés ont été confrontés à une rupture de consommables, une situation qui n'est pas sans conséquences pour ces différents malades, vu leur calvaire. Notre reporter Gaël Rodrigue a tenté de comprendre ce problème. Suivons son dossier. Famille Savadoro, il est 5h30 ce jeudi 18 février 2016. Madame Savadoro quitte sa maison pour le centre hospitalier Yalagado pour sa séance de dialyse. Pas de temps de s'occuper de ses enfants, Ramadan et Anan, tous deux élèves. Une dizaine de kilomètres à rouler dans la pénombre, c'est la distance à parcourir par cette jeune dame qui souffre d'insuffisance rénale depuis 2 ans. Mais qu'est-ce que l'insuffisance rénale? C'est l'incapacité des reins à assurer leur fonction. La fonction rénale consistant à éliminer les déchets de l'organisme et certaines substances et aussi à assurer une certaine constante des liquides dans l'organisme. Après 3 quarts d'heure, elle arrive finalement au centre de santé. Cependant, elle se fait des soucis quant à la disponibilité des consommables qui étaient en manque il y a de cela quelques jours. Le consommable est venu, on dit que c'est très peu. Donc, on ne sait pas ce qui reste dans le magasin. C'est venu ça fait 3 jours d'aujourd'hui. On ne sait pas ce qui reste dans le magasin. Donc, nous ne sommes pas sûrs s'il y aura la dialyse aujourd'hui ou pas. Tout comme elle, c'est un grand nombre de patients qui est présent en cette matinée pour la dialyse. Mais le personnel de santé, lui, se faisait toujours attendre, d'où la colère des malades. Dans les normes, la dialyse, on commence à 6 heures. Moi, je suis là depuis 4 heures du matin pour avoir ma dialyse. Jusqu'à présent, il est 6 heures passées. On ne voit aucun infirmier pour nous prendre. Quelques temps après, les malades ont commencé à recevoir les soins. Mais notre patiente sera, elle, reçue 9 heures après son arrivée, soit autour de 15 heures. Oui, je suis satisfaite parce que je sais maintenant que je vais être soulagée, je vais avoir mes soins. Et c'est ça qui fait que nous vivons de ça. Cette situation s'expliquerait en grande partie par l'insuffisance des équipements techniques, mais aussi du fait que Yalagado soit le seul centre de dialyse au Burkina Faso. Moi, je crois que ce qui peut nous aider dans nos matériels qui manquent là, c'est les machines, c'est les générateurs. Si on a les générateurs, ça peut aller pour résoudre le problème. Sans générateur, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Sinon, nous allons tous mourir. Nous sommes à 6 jours maintenant. Là où vraiment, je ne me sens pas parce que tous mes yeux sont gonflés. Depuis des mois, vraiment, pour ne pas dire des années, on souffre par manque de consommables. Normalement, on devrait dialyser 2 fois par semaine, mais nous sommes à 5, tous les 5 jours, souvent même 9 jours sans dialyse. Et ce n'est pas du tout facile. Et vraiment, tout Burkina dialyse ici. Et nous sommes au nombre de presque 400 pour le seul centre. On n'a que 29 postes, on a 29 générateurs dont tout n'est pas fonctionnel.
l'unique centre d'hémodialyse au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, oblige les malades des différentes provinces à s'y diriger dans le but de se faire soigner, occasionnant pour ces derniers des difficultés financières et la dégradation de leur état de santé. Je suis de Yako. C'est pas facile, hein. Pas facile parce que dans tout le Burkina, c'est seulement à Ouaga qu'on peut se faire dialyser. Donc tu es obligé de quitter la famille, le boulot et tout ça. Donc vraiment c'est pas facile. Je quitte à 260 km pour venir faire les dialyses. Je voudrais que vraiment ça soit un peu décentralisé. Au moins quand même chaque région avoir des machines pour qu'au moins quand même les souffrances diminuent un peu. Madame Savadoro, quant à elle, semble bénéficier du soutien de ses proches. Ma force, c'est ma famille. Moi, ma force, c'est ma famille. Les gens qui sont proches de moi me soutiennent vraiment. Oui, et je les remercie beaucoup. En tant que femme, on rencontre beaucoup de difficultés dans la dialyse. Beaucoup. En étant dialysée, malade même, c'est pas facile. N'en parlons pas une femme. Nous, les femmes, on ne peut plus avoir des enfants. Pour s'occuper de la maison, c'est compliqué. Tu as une famille, tu lèves le matin très tôt, tu abandonnes tes enfants. C'est pas à quelle heure tu vas revenir. Les difficultés au centre d'hémodialyse de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les chefs de service en est bien conscient. Les conditions ne sont pas réunies puisque, tenant compte de notre capacité en produit intérieur brut pour financer, nous ne pouvons pas financer et prendre en charge tous les insuffisants rénaux. Désemparés et ne sachant à quel sens se vouer, les malades en appellent à la bonne volonté des nouvelles autorités. Nous demandons le nouveau gouvernement l'élargissement de la subvention en hémodialyse. Surtout quand il y a manque de consommables, ça ne va pas du tout. Tu sais que si sans la dialyse, tu vas mourir. Donc, une fois qu'on dit qu'il n'y a pas de consommables, tu vois que tout est en train de se balancer dans l'eau. Rien que cette année, on a eu que jusqu'à 4 ruptures. Je dis bien 4 ruptures. On voit les malades qui sont en train de mourir. Nos camarades dialysés perdent leur vie à cause du manque de dialyse. Donc c'est vraiment... C'est très grave. Après 4 heures de temps sous dialyse, et exténuée par une souffrance qui a duré du lever du soleil à son coucher, Madame Savadoro regagne finalement sa maison où elle retrouve ses enfants. Et l'affection perdue toute la journée entre mère et enfant est en phase d'être retrouvée. L'espoir, c'est le maître mot qui maintient toujours ces malades en vie. Espoir que les nouvelles autorités ne resteront pas insensibles face à leurs souffrances. Elles qui ont décidé de faire de la santé de la population une de leurs préoccupations. Les dialysés. Nous sommes en train de mourir et nous voulons vivre. Et notre vie, c'est la dialyse. C'était le dossier de la rédaction et je reçois celui qui l'a réalisé, Doumadiegel Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir Vanessa Diasso. Alors dites-nous, comment s'est déroulé le tournage de ce dossier? Vanessa, il faut dire que c'est la rupture des consommables au niveau des services hémodialyse de l'hôpital Yalgado Ouedraogo qui nous a conduit à en savoir davantage sur cette rupture-là. Pour cela, nous avons suivi une dialysée chez elle à la maison, dans son quartier, dans Rayongo, un quartier de la ville de Ouagadougou. Nous avons essayé dès 4 h du matin, on était déjà chez elle. Et à 5 h, elle avait déjà fini de faire ses affaires pour l'hôpital Yalgado Ouedraogo, où elle devrait prendre part à sa dialyse. C'était le jour de sa dialyse, ce jour-là. On l'a suivi de chez elle à la maison jusqu'à l'hôpital Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou, où nous avons rencontré aussi d'autres dialysés qui étaient présents pour la dialyse. Et il faut dire que cette dame, il y a beaucoup qui viennent là-bas. Nous avons rencontré des gens qui nous ont dit qu'ils étaient à l'hôpital depuis 2 h du matin, 1 h du matin pour avoir leur dialyse. Alors, Gaël, on a bien suivi cette dame qui dit porter tous ses espoirs sur sa famille. Alors, comment était l'état d'esprit des autres malades que vous avez rencontrés à l'hôpital Yalgado? Il faut dire, Vanessa, qu'à l'hôpital Yalgado, c'est des malades désemparés que nous avons trouvés, des malades dans une situation impitoyable. Parce que psychologiquement, ces malades-là étaient déjà abattus du fait de savoir déjà qu'il y avait déjà une rupture des consommables. Vous savez que les consommables sont très, très importants dans la vie de ces malades-là, parce que c'est ce qui permet quand même de faire la dialyse, de purifier le sang. Donc,
connaître déjà, savoir déjà qu'il y avait un manque de consommables, ils étaient déjà abattus moralement. Alors une dernière question, en tant que journaliste, quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler pour une meilleure prise en charge de ces malades, très rapidement? Il y a 3 recommandations que nous pouvons formuler auprès des autorités. C'est d'abord, vous savez que la subvention que l'État donne pour la prise en charge de ces dialysés s'élève à 1 milliard de francs CFA. Il faut travailler à élever la subvention. Nous savons dans d'autres pays comme le Niger, le Bénin, la subvention s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Et au Burkina, nous sommes à 1 milliard. Et d'après les informations que nous avons reçues auprès des dialysés au sein de l'hôpital, c'est que quand il y a rupture même, ce sont les malades qui sont obligés d'aller au niveau du Bénin, du Niger pour aller s'approvisionner en dialyse et en consommable. Il y a aussi le fait qu'il faut ouvrir les centres un peu partout dans les 13 régions du Burkina. Merci Gaël Rodrigue, nous sommes au terme de cet échange. Alors nous refermons ce journal avec ce dossier. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.